peut-être que vous dire, c'est beaucoup plus simple, au fond. Oui, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je vous propose quand même de vous projeter un petit peu dans l'avenir, dans le futur. Vous savez déjà qu'en Norvège, par exemple, ils ont décidé qu'en 2025, on ne vendrait plus sur le sol norvégien une voiture à essence. Ce sera terminé. Terminé. Bon. Vous savez aussi que les voitures seront très certainement électriques de plus en plus et peut-être même qu'elles pourront se recharger grâce au bitume qui sera intelligent. Ah oui, on a vu ça déjà. Voilà, et ça se fera de façon... Tout ça, on est dans cette mouvance, Ce sont des projets, hein, c'est à long terme. Oui, c'est à long terme, mais ça va arriver, ça va arriver. Et là, c'est une start-up française qui s'est dit, bon, bah alors, si on fonctionne de cette manière-là, pourquoi ne pas mettre une seconde batterie dans notre automobile, une sorte d'accu, si vous voulez, et lorsque la batterie principale qui fait marcher notre voiture a assez d'électricité, eh bien, c'est de l'électricité perdue, tout ce qu'on arrive à accumuler. Eh bien, on chargerait cette batterie supplémentaire qu'on emporterait dans notre voiture, et puis le soir, lorsque l'on arriverait devant la maison, on pluguerait la voiture à la maison, et la voiture donnerait de l'électricité à la maison. Voilà. Et on pourrait faire jusqu'à 38% d'économie dans notre foyer grâce à notre automobile et grâce au fait qu'on est roulé dans la journée. L'automobile devient générateur. Exact. Voilà. C'est l'automobile qui apporte de l'électricité à la maison. On a un petit peu inversé le système où, déjà, on l'a vu même au Japon, pas mal de maisons individuelles possèdent des chargeurs électriques pour les voitures, ouais, pour que tous les matins on puisse partir. Bah là, on fait un petit peu l'inverse. C'est une société française. On est allé avec eux du côté de Saint-Ouen pour voir comment ça fonctionnerait, si vous voulez. Lorsqu'un véhicule roule, un alternateur aujourd'hui d'un véhicule va charger la batterie, mais lorsque cette batterie est pleine, l'énergie supplémentaire est perdue. Le principe est de récupérer donc cette énergie, le surplus de cette énergie que l'on ne peut pas stocker dans la batterie principale, donc dans une batterie lithium qui se situe dans le coffre de la voiture, et on en profite par la même occasion pour récupérer donc l'énergie cinétique liée au freinage du véhicule. Sachant qu'aujourd'hui, un trajet maison-travail permettrait de subvenir à 38% des besoins en électricité spécifique d'une maison individuelle. Ce qu'on appelle donc l'énergie spécifique, c'est la consommation électrique hors chauffage et hors eau chaude et cuisson. Ce principe permettrait d'aller chercher ce complément de 20 à 30% pour rendre véritablement une maison autonome à 100%. Lorsque vous allez rentrer votre véhicule dans votre garage, il y aura donc une plaque à induction sur un mur et donc votre voiture va venir en contact. Et à partir de ce moment-là, vous permettez donc à la maison de venir puiser l'énergie avant d'aller la chercher sur le réseau. Vous lui permettez de venir la chercher sur la batterie positionnée dans la voiture. Il se pourrait que vous ne soyez pas propriétaire d'une maison. Dans ce cas-là, un locataire pourrait effectivement aussi bénéficier de cet équipement. Et dans ce cas-là, par compensation, puisqu'en fait, il pourra revendre cette énergie éventuellement lorsqu'il fera ses courses auprès d'un supermarché ou auprès d'un autre véhicule équipé du même système. Un véhicule neuf peut être équipé effectivement de ce système, ou on peut bien évidemment équiper un véhicule d'occasion par la suite en l'amenant chez un équipementier. Pas mal ça. Alors, donc. je continue à extrapoler, puisque je vous ai Ouais. dit que ce n'était pas pour demain. 70% des Français prennent une voiture tous les jours pour aller travailler, ce qui est quand même beaucoup. On nous le reproche d'ailleurs suffisamment. Donc, si les 70% de ces personnes avaient ce système-là, on pourrait arriver à remplacer 5 centrales nucléaires. Voilà. Parce qu'on produirait l'équivalent de 5 centrales nucléaires grâce à l'électricité qu'on pourra accumuler dans l'accu de la voiture. Bon voilà, alors ça fait beaucoup de si, hein, je vous l'accorde, mais C'est sur les routes qui... là, pas du tout. Hein. Non. Là, c'est vraiment uniquement sur une route tout à fait normale, puisque c'est votre voiture qui va donner l'énergie à l'accu qui est derrière. Voilà. C'est-à-dire que votre batterie de votre automobile, bah, bien sûr, c'est quand elle roule, quand elle fonctionne, qu'elle se recharge, la batterie de l'automobile. Mais enfin, elle n'a pas besoin de... Quand elle est neuve, elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour... Mais ça va pas la déposséder? Non. Il y a un système qui, justement, est capable de dire, OK, ta batterie de voiture, elle est chargée. Maintenant, on peut charger celle qui est derrière, celle qui est au lithium. Et puis, bah, une fois que celle qui est au lithium est chargée, elle se décharge dans la maison et vous la rechargez le lendemain dès que vous roulez, quoi. Donc le système est original. Bon, alors après, bien sûr, ça va nécessiter, vous l'avez compris, de l'investissement sur l'automobile, sur la maison. Il y a un investissement premier, mais
Voilà, quand on est à la recherche d'énergie, En tout cas, ça le peut être une solution. le système est opérationnel. Oui, enfin, Presque. on sait comment on fait. Oui, c'est voilà, ça. on sait comment Il n'y a faire. plus qu'à le faire. Exactement, il n'y a plus qu'à. Avec les moyens nécessaires. Exactement. Merci Yann. À tout de suite. Et celui-là de côté aussi. Alors, ça s'est passé hier soir. C'était sur France 2. On avait dit un certain nombre de choses, des rumeurs qui couraient, disant oui, bon, la cérémonie, elle sera moins terrible que la précédente, parce que moins d'argent. Oui, mais quand même, Elle était on a vu belle. des choses Et il incroyables. y avait beaucoup de monde. Je vous propose quelques images parce qu'on a beaucoup d'actualités de tennis derrière. Je vous propose de commencer par ça. On se rend à Rio, au Brésil, pour ces 15e Jeux paralympiques. Regardez, dans un stade Maracanã comble qui peut contenir 78 000 spectateurs. Il y avait tout le monde. Toutes les places étaient prises. Ce sont les premiers Jeux paralympiques organisés sur le continent sud-américain. Cette cérémonie avait pour thème « Chaque corps a un cœur » et elle devait mettre, je cite, l'accent sur la condition humaine, les sentiments, les difficultés, la solidarité et l'amour. Les athlètes tricolores étaient emmenés par leur porte-drapeau, Michael Jérémias, champion de tennis fauteuil avec qui on a testé le tennis fauteuil. 126 athlètes français, 42 femmes, 84 hommes. Au total, 4342 sportifs de près de 160 pays. Et le nageur brésilien Clodoaldo Silva, alias le requin paralympique, 13 médailles, dont 6 en or, dispute ces derniers Jeux. C'est lui qui a allumé la vasque. Aujourd'hui, il y aura du tir, il y aura du tennis de table, il y aura de la natation, il y aura du basket fauteuil avec France-États-Unis. On suivra ça sur France Télévisions et on vous en reparlera demain matin, William. Sur le groupe France Télévisions, Exactement, c'est-à-dire sur toutes les alternativement entre France 4, France les 2. 5 chaînes. D'accord. Voilà. À Un peu part de tennis. ça. Du tennis avec deux Français qui sont qualifiés pour les demi-finales. C'est du double. Regardez, c'est Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. C'est l'US Open. Le duo tricolore est tenant du titre ici. Et pour accéder à la demi-finale, les deux garçons ont battu la paire suédo-pakistanaise Lindstedt Aysam Ul Haq Kreshi. Le score 6-3. 7-6. Alors, grâce à cette victoire, Mahut est sûr de rester numéro 1 mondial de double, Herbert numéro 2, et les vainqueurs de Wimbledon, donc ce sont eux, cette année, ils affronteront les Britanniques Jamie Murray et le Brésilien Soares, vainqueurs de l'Open d'Australie. Dans le tableau masculin, cette nuit, Andy Murray s'est incliné. Il est sorti face à Kei Nishikori, le Britannique double champion olympique, 2e mondial, resté sur une belle série de 7 finales. Il a bataillé, mais le Japonais, 7e du classement, l'emporte après 4h01 de jeu. 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5. Kei Nishikori a déjà disputé une finale ici, c'était en 2014. Il affrontera soit l'Argentin Del Potro, soit le Suisse Wawrinka qui joue en ce moment. Voilà pour les hommes. Chez les dames, Serena Williams, la patronne du circuit, fait régner sa loi. Elle se hisse dans le dernier carré ici pour la 11e fois de sa carrière. Elle a remporté l'US Open à 6 reprises. L'Américaine a battu hier la Roumaine Simona Halep 6-2, 4-6. 6-3 jusqu'au bout de cette balle et Williams sera opposé au prochain tour à la Tchèque Pliskova. Pliskova qui est 11e mondiale, qui sera dans le top 10 à l'issue du tournoi. Elle ne devrait pas être moins de 6e mondiale et ce sera sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc pour cette jeune dame, elle a éliminé la Croate Ana Koniu 6-2, Oui. 6-2. Voilà pour le tennis. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Du cyclisme avec la Vuelta, le Tour d'Espagne, 71e édition. Regardez, c'est le Suisse Matthias Frank qui a remporté cette étape longue de 177 km, arrivé en solitaire sur les Camins del Peña Golosa. Excusez-moi pour l'accent. 4 jours de l'arrivée de Madrid, le Colombien Nairo Quintana est toujours leader. Le premier Français, Jean-Christophe Perrault, est 14e. Ce garçon s'appelle Philippe Suchot et il est associé à Dylan Rocher et Henri Lacroix. Il a remporté hier soir le Masters de pétanque à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Suchot et son équipe battent leurs adversaires 13-0. Un tel score s'appelle une Fanny. Et Suchot s'offre son 8e Master. C'est le joueur le plus titré de la compétition. Je vous propose, William, pour terminer, de rester dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, avec le Red Bull Bulls Rippers, l'élite mondiale. Oui, il faut arriver à articuler quand on parle anglais. Red Bull, voilà. Voilà. Non, mais Ball Ripper, pourquoi est-ce que ça se passe dans un bowl? Vous savez, ces espèces de piscines qu'on vide, ça se passait en Californie dans les années 70. Ça, on fait ça sur le Prado, 25e anniversaire de ce skatepark mythique. C'est un Français, Robin Bollian, qui s'impose. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de compétition officielle dans ce bowl. Voilà, c'est une étape du World Tour. Ça fait de belles images. C'est un bowl Un bowl. ou c'est un bol? Bol à la française.
Non, mais c'est une forme de bol. Un bowl américain. Non, mais ça a une forme de bol, en plus. Si vous buvez dans un bol comme ça, vous faites ce que vous voulez. Non, mais Hugues ça- qui boit des bols comme Voilà. ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. En plus, ça tombe bien. Merci beaucoup. La pétanque, il faudrait revenir. Hein. Ah bah c'est pour ça que vous en êtes avez super doué, là. Ouais. On C'est est bien, compte c'est bien qu'il qu'on ait fait. testé Et la quand on pétanque. fait Fanny, là, il faut embrasser Les fesses. Ça existe toujours, ça Oui, bah normalement, la Ah ouais, la hein. tradition l'exige. Hein. Ben oui, mais j'ai pas vu. là. J'ai pas eu l'image. dommage. Censuré. Merci beaucoup. En vrai, en plus, c'est pas une photo. Ah. On enchaîne avec Isabelle Martinet, un nouvel épisode de notre série Made in France. Nous vous proposons de revenir sur un objet incontournable, installé depuis un bout de temps déjà, dans vos supermarchés. De quoi s'agit-il? Oh, je l'ai connu là, là, en twistant le ya-ya. Oh, oh. Il m'a dit, mon petit chat, viens danser avec moi. Alors, il s'agit du chariot à roulettes. On disait autrefois à Cadix, on dit non, faut pas dire ça, c'est une marque. une marque. Chariot à roulettes. Et le leader de la fabrication, c'est qui? un Français C'est ce que vous avez dit il y a 2 secondes où il ne ouais. faut pas le dire. Ah ben, il faut pas le dire, d'accord. Et c'est français, ça, alors? C'est français, monsieur, et c'est une belle histoire. Parce que cette marque va bientôt fêter ses 60 ans. Elle a été fondée en 1957 par un petit industriel français, comment dirais-je, fabricant de mangeoires pour poussins de son état. Ah bon? Oui. Et de divers articles de ménage en métal dans le genre panier à salade. Et puis c'est un produit qui existait déjà sous différentes formes d'ailleurs aux États-Unis. Et de retour d'un voyage aux États-Unis, il va donc fonder cette marque en France et dans 75 pays et lancer, il va dessiner son propre chariot et lancer la fabrication. Et le succès évidemment sera fulgurant avec la naissance de la grande distribution dans les années 60. L'entreprise va connaître un grand succès et puis elle va s'endormir un peu sur son acquis, sur ses lauriers. Elle va décliner, elle va friser la faillite et après différents rebondissements, on a un commercial de l'entreprise qui va la racheter, qui va s'y investir à 100%, qui va réembaucher les salariés qui ont été licenciés et qui va, comme on dit, redresser l'entreprise, notamment grâce aux pays du Golfe, qui sont très consommateurs de ce genre de produits et qui exigent d'ailleurs sur la poignée du chariot la mention « Made in France », comme quoi... Il a Il y a des renouvelé le histoires, genre, hein, parce que Alors, pendant des années, on avait toujours le même panier, là. Et puis là, ce sont des Airbus, ça. Alors, vous avez La haute technologie, exactement, hein. vous allez voir l'histoire de ce produit des origines jusqu'à la 50aine de familles différentes qui existent aujourd'hui, que ça soit en métal ou en plastique, avec des Airbus, c'est exactement ça, Non, mais des chariots ça a tout gigantesques. changé. Ça ressemble ou- plus aux nôtres, hein, quand on était petits. Exactement, ou des plus petits. Donc direction l'Alsace, à Drossenheim, pour rencontrer donc cet entrepreneur et l'histoire de ce produit incontournable de la grande consommation, évidemment. C'est avec l'avènement des supermarchés, fin des années 50, début des années 60, que M. Joseph, le fondateur, au retour d'un voyage des États-Unis, crée le célèbre chariot. Les attentes de l'époque, c'est d'avoir un outil qui puisse être très maniable et prendre peu de place sur les parkings. Donc c'était très difficile de le concevoir. Et il devait en plus s'emboîter. Le métal, à partir d'une bobine, on peut tricoter n'importe quoi. Et c'était pour nous la possibilité de donner un design rapidement et de faire varier les tailles. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous fabriquons des chariots jusqu'à 310 litres. La fabrication du chariot, on part d'une bobine de fil d'acier. Cette bobine de fil d'acier est coupée à différentes longueurs. On assemble via du soudage ces différents fils. On vient après tordre pour fabriquer le panier, fabriquer le socle. Et puis à la fin, on vient y monter les 4 roulettes et la poignée. Nous fabriquons chaque jour 1500 chariots, dont 50% sont pour l'export, et nous livrons environ 130 pays dans le monde. Nos services recherche travaillent toujours sur de nouveaux accessoires. Vous avez vu que maintenant on peut mettre ces bouteilles à l'arrière pour éviter de les soulever à l'intérieur du panier. On a aussi maintenant des loupes qui apparaissent pour les personnes âgées sur les poignets. Et puis surtout, encore et toujours, l'ergonomie pour faciliter le confort d'achat. Le chariot est passé de 60 à 310 litres avec l'augmentation de la taille des supermarchés. Et de nos jours, les clients demandent beaucoup plus d'ergonomie avec des fonds plus hauts, des chariots moins longs.
chariots de demain intégreront directement vos sacs, vos cabas, et vous aurez à disposition une scannette qui vous permettra de scanner les produits que vous achetez. Vous n'aurez plus besoin de passer à la caisse, vous pourrez directement aller à votre voiture pour charger votre coffre. Le chariot, il y a beaucoup d'affectifs autour du chariot, on s'est tous assis dans le chariot. On a tous été très déçus lorsque notre maman nous a dit qu'on était trop grand pour s'y asseoir. Mais même aujourd'hui, c'est vraiment l'attrait pour les enfants. Ah oui, ça peut rentrer à peu près toute l'équipe de Télématin là-dedans. Oui. Ah, c'est dommage, on peut en faire venir un ici un jour. Non, Alors- cette taille-là. Alors, Bon. il y en a un, mais il est tout petit, celui que je vous ai rapporté. Il est Qui bien est là. aussi. Il est très mignon, oui, oui, oui. C'est une entreprise où il y a franchement un état d'esprit extraordinaire. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Isabelle. La météo. Madame, monsieur, nous allons au-delà de nos frontières retrouver à Moscou notre correspondant permanent, Dominique Derda, qui ce matin a choisi de vous parler de l'ouverture d'un magasin. Qu'est-ce qui lui prend? En général, c'est économique, certes, politique, stratégique, et là, un magasin. Bon. Sauf que c'est un magasin qui fait beaucoup de bruit à Moscou et peut-être au-delà. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un magasin où on vend des Kalachnikov. Alors, il faut des précisions, il va vous les donner. Les Kalachnikov, le fusil automatique, hein, et c'est pas n'importe où, c'est au duty free de l'aéroport de Moscou. Mais Dominique, rassurez-nous, ce sont de vrais Kalachnikov. Bonjour. Bien, écoute, bonjour William, effectivement ça paraît à peine croyable et pourtant c'est vrai, c'est un magasin qui a ouvert ses portes il y a moins d'un mois à l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou, l'un des principaux aéroports de la capitale, entre les restaurants et les magasins de souvenirs. Et désormais, si vous passez par là, eh bien, plutôt que d'acheter de la vodka, du caviar ou bien encore des poupées russes, eh bien, William, vous allez pouvoir vous offrir une Kalachnikov, une vraie, enfin, vous allez voir. C'est un reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Ala Chevelkina. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Dans la galerie marchande, entre la gare et le terminal de l'aéroport, c'est là que s'est ouvert ce magasin unique en son genre. Un magasin Kalachnikov où l'on vend des armes plus vraies que nature et flambant neuves comme celle-ci, l'un des derniers modèles de la marque, pour un peu moins de 500 €. Celui qui a fait l'armée, comme moi, il sait ce que c'est qu'une arme. Et dès qu'il en voit une, il a envie de la caresser. Mais si ces fusils automatiques ont bien été fabriqués dans les usines Kalachnikov en Russie, ce ne sont évidemment que des répliques, des maquettes. Impossible avec elles de tirer la moindre balle. Si j'ouvre la culasse, on voit qu'il n'y a pas de percuteur. Regardez, et là, tenez, si j'enlève le chargeur, on se rend bien compte qu'on ne peut pas y mettre de balles. La plupart des clients se contentent de t-shirts, de sacs, de stylos ou de briquets aux couleurs de la marque. Mais ceux qui s'offrent un pistolet ou un fusil se voient remettre des documents qui attestent qu'il s'agit bien là d'armes inoffensives. Il ne leur reste plus ensuite qu'à se présenter au comptoir d'enregistrement pour prendre l'avion presque comme si de rien n'était. Il faut bien sûr la mettre en soute. Et avant cela, prévenir l'hôtesse ou un agent de sécurité que vous avez une arme dans l'un de vos sacs pour qu'il ne s'inquiète pas. Ensuite, pour ce qui est de savoir si vous pouvez ou non entrer avec elle dans votre pays, ça c'est à vous de vous en assurer par avance. Il n'y a pas que Kalachnikov pour surfer sur la vague militariste. Plusieurs de ces boutiques viennent d'ouvrir dans la capitale. On y vend des uniformes pour les soldats et les officiers qui veulent être à la page, mais aussi des vêtements destinés aux civils. Servir dans notre armée a toujours été très prestigieux. Nous en sommes plus fiers que jamais car elle est forte. Nos clients sont donc des gens très patriotes. Les Russes ne sont pas les seuls à fréquenter ces magasins. De plus en plus de visiteurs étrangers viennent ici s'acheter des souvenirs à la gloire de la Russie et de son président. Après, le t-shirt Poutine, c'est pas mal, ça. Dites-moi, Dominique, il s'en vend beaucoup de ces fusils automatiques à s'y tromper, là, à Moscou? Écoutez, les responsables du magasin sont évidemment assez avares de confidences, mais ils nous assurent que depuis l'ouverture de leur boutique et de leur boutique en ligne, ils en ont déjà vendu effectivement plusieurs exemplaires de ces maquettes à des acheteurs principalement russes, mais aussi des étrangers de passage. Et puis pour la petite histoire, William, vous savez que Mikhail Kalachnikov, l'inventeur de ces fusils d'assaut, qui est mort de sa belle mort à l'âge de 94 ans en 2013, Mikhail Kalachnikov était évidemment très fier du succès de ses armes à travers le monde, mais il disait qu'il regrettait qu'elles soient tombées aux mains des terroristes, lui, le fils et petit-fils de paysans
Il aurait préféré, dit-il, inventer quelque chose qui leur soit utile, comme, tenez-vous bien, une tondeuse à gazon. Bon, alors, l'autre question qui se pose, c'est que si vous achetez ça au duty free de Moscou, quand on passe la douane en France, avec une Kalachnikov, même si c'est une réplique, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Donc, on se renseigne. C'est une bonne question. Voilà, merci beaucoup. C'est une bonne question, il faut se renseigner, il faut leur poser la question. Merci, oui, William. bien sûr. Bonne journée. Allons-y, Frédéric. De quoi parle-t-on dans la plupart des journaux en première page? Tous les journaux, en fait, ce matin, parlent de cette voiture qu'on a retrouvée avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. La plupart du temps, c'est même en une, par exemple, du Parisien aujourd'hui en France, vous voyez, ou bien une voiture suspecte au cœur de Paris, écrit pour sa part Le Figaro. Libération, de son côté, se demande si c'était un coup d'essai. Parce que dans cette affaire, les diverses interpellations depuis le début de la semaine de personnes connues pour islamisme poussent la police à se demander si les attaques à la Kalachnikov, justement, ou à l'arme blanche de ces derniers mois vont être remplacées par des bombes, désormais. Il y a encore sur cette thématique le journal La Croix qui évoque la prison d'Osny en Ile-de-France où, vous le savez, dimanche, un détenu islamiste a agressé 2 gardiens de prison à l'aide d'une arme artisanale avant, je cite, de dessiner un cœur sur une vitre avec le sang des 2 hommes qu'il venait de blesser et de se mettre à prier. Vous savez que souvent, les islamistes se recrutent parmi les petits délinquants et voilà 2 ans que Daesh appelle ses prisonniers à s'en prendre aux gardiens de prison. Le Figaro élargit le propos et va jusqu'à évoquer les écoles coraniques qui exercent sur notre territoire sous couvert de soutien scolaire dans des quartiers où les élèves sont souvent en difficulté ou bien sous couvert d'instruction à domicile ou de soi-disant centres de loisirs. Ces structures clandestines agissent. Les enfants sont habillés en tenue religieuse traditionnaliste et ce qui pose problème, c'est que ces enfants vivent souvent de ce fait en repli total par rapport au reste de la société. Je cite un maire de commune concernée. Et sur toutes ces affaires de radicalisme religieux, il y a un papier intéressant sur le site internet de Libération. En fait, c'est 2 papiers qui se répondent. Parce que d'abord, il y a eu ce premier article titré « Burkini, la France contre le reste du monde ». C'est un article qui expliquait que la France aurait tort de ne pas aimer le burkini ou le voile islamique, que les pays anglo-saxons seraient beaucoup plus tolérants que nous serions, je cite, en proie à une hystérie collective, et que donc la France ne peut pas avoir raison toute seule, c'est le titre, puisqu'on n'a jamais raison contre le reste du monde. Je suppose que Galilée aurait été content d'entendre ça, qu'on ne peut pas avoir raison contre le reste du monde, quand il a dit que la Terre tournait autour du Soleil, mais... Ensuite, il y a eu cet autre papier, toujours dans Libération, qui a répondu au précédent et qui a dit que si, la position française est assumable et qu'il faudrait arrêter de nous casser les pieds avec les soi-disant tolérants anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, je cite cet article, on reconnaît les sectes, on reconnaît la scientologie. Aux États-Unis, le président prête serment sur la Bible. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes anormal. La Grande-Bretagne tolère sur son sol des tribunaux islamiques où les femmes musulmanes sont jugées selon les règles de la charia qui ne leur sont pas franchement favorables. Au nom de la religion, plusieurs États américains interdisent aujourd'hui encore de faire l'amour la lumière allumée, mais oui, ou même qu'il y ait des lits à 2 places dans les hôtels. Ah bah oui, au cinéma, ça ne se à fait une pas. époque, ça s'appelait le code ACE. C'est toujours en vigueur dans certains États américains. Le journaliste est même scandalisé du témoignage d'une femme qui a été beaucoup repris, ce témoignage, dans la presse américaine. C'est une femme voilée qui disait « Je me sens tellement stigmatisée en France à cause de mon voile, je me demande si un jour on va m'obliger à porter un croissant de lune islamique sur la poitrine, comme les étoiles juives autrefois, afin d'être reconnue dans la rue comme musulmane. » Le journaliste trouve ce raisonnement complètement absurde, puisque le voile lui-même est déjà un signe distinctif. Enfin bon, on lirait ça dans Libération. Le Canard enchaîné nous apprend de son côté que dans certains pays des Balkans, comme la Bosnie, des riches ressortissants du Golfe importent la polygamie. Vous voyez, du monde aux Balkans, titre Le Canard enchaîné, c'est le style du canard. Donc ces riches ressortissants du Golfe prennent une ou plusieurs épouses en Bosnie et commencent à demander des restaurants séparés pour les hommes et les femmes en Europe. Quant aux Parisiens, c'est l'article d'à côté, vous voyez, agressés à cause du short de leur compagne. Le journal croit savoir que 2 couples ont été agressés il y a quelques jours à Toulon parce que les femmes étaient en short. 30 jours d'arrêt de travail pour l'une des victimes blessées quand même. 30 jours, c'est pas mal. Et l'autre a eu le nez fracturé. Il semble que les agresseurs auraient été identifiés par les caméras de surveillance. Mais pour l'instant, ils courent toujours. Et c'est pas la première fois que ça se produit dans la région, croit savoir Le Parisien. Merci Frédéric, à tout à l'heure. Il est des nés de toutes sortes, des nés de toutes dimensions. Et selon celui qui la porte, ou bien il a de l'intuition, ou bien il ne sert à rien d'autre qu'à se fourrer dans des mouchoirs. Ce que l'on ne sait pas toujours et que va vous rappeler Laurent, c'est que l'esthétique du nez est la première demande en termes de chirurgie du visage.
Et cette rhinoplastie bénéficie aujourd'hui d'une petite révolution, laquelle? Alors c'est une révolution plutôt technologique, mécanique, on va dire. Il fut un temps où il y avait des burins, des marteaux pour opérer du nez. Aujourd'hui, c'est une douce révolution. On ne parle plus de rhinoplastie, mais plutôt de rhinosculpture. Et c'est un des thèmes qui va être abordé aujourd'hui au Congrès international de rhinoplastie, qui débute aujourd'hui à Versailles. On va donc aborder toutes les techniques en matière de nez. C'est la première demande en termes d'esthétique du visage, que ce soit d'ailleurs pour des cas de chirurgie réparatrice que pour des cas d'esthétique pure. Il faut dire qu'on n'est jamais vraiment content de son nez, même quand on a un nez à peu près correct, mais il y a toujours, le nez c'est quelque chose... Qu'est-ce que c'est qu'un nez à peu près correct au fond? À peu près, il y a des canons de beauté, il y a longtemps ça a été le petit nez retroussé, les chirurgiens esthétiques, le petit nez parisien, c'était les chirurgiens esthétiques qui faisaient ce petit nez retroussé. Et bien aujourd'hui, pas du tout, les chirurgiens esthétiques adoptent ce qu'on appelle la French Touch, que nous envient tous les chirurgiens du monde entier, c'est-à-dire un résultat au plus proche du naturel, quitte à laisser quelques petits défauts pour que ce soit naturel. Alors, se dote d'outils plus performants, on l'a dit, nous sommes allés à la rencontre d'un chirurgien esthétique, plasticien, parisien. J'y penserai tout le temps, alors autant le faire si j'ai envie. La rhinoplastie esthétique est certainement l'intervention qui nécessite le plus de précision et d'apprentissage de la part du chirurgien. Les gestes osseux sont connus pour le chirurgien esthétique du nez comme étant des gestes un petit peu compliqués, avec parfois des risques de perte de contrôle un petit peu. Le grand changement, c'est que la rhinoplastie, auparavant, on utilisait des techniques purement manuelles, c'était très artisanal. On utilisait marteau, burin. Pour le même geste, on va utiliser une pièce à main avec une micro-scie oscillante. Ces micro-instruments seront motorisés et vont permettre de réaliser des coupes plus franches au niveau de nos gestes osseux, des coupes plus nettes, avec donc beaucoup moins de risques d'imperfection. Un autre bon exemple d'utilisation de la rhinoplastie motorisée, c'est la râpe. Vous voyez ici une ancienne râpe qui permettait d'harmoniser le dos du nez. Actuellement, cet instrument peut être remplacé par ce micro-instrument, une micro-râpe motorisée. Et grâce au système d'oscillation, on va pouvoir avoir un geste beaucoup plus précis. La rhinoplastie motorisée sera particulièrement intéressante chez des patientes et des patients dont les os sont relativement fragiles. Le chirurgien a sous les yeux le squelette du nez et grâce à ces micro-instruments, il va pouvoir faire un geste précis et bien contrôlé. Alors on peut comparer les anciens instruments ici et les nouveaux. Vous voyez qu'on a une miniaturisation de l'instrumentation du chirurgien. Les gestes étant moins traumatisants, les suites opératoires seront plus simples, avec moins d'œdème et une récupération plus rapide. Ça ressemble étrangement au travail d'un dentiste, avec ces petites râpes motorisées. Les petites fraises. Moi, je dirais que ça ressemble beaucoup plus maintenant à un travail d'un sculpteur, parce qu'on est dans la miniaturisation du geste, c'est-à-dire qu'on va laisser quelques petites bosses, quelques petits défauts, etc. Il y a des nez qui ont vraiment un gros besoin de chirurgie. On ne va pas le faire complètement parfait, si on peut dire. Et ces micro-outils nous aident justement à faire un résultat quasi parfait. L'opération, est-ce qu'elle est plus rapide? Elle n'est pas beaucoup plus rapide, ça prend toujours autant de temps, mais elle est beaucoup plus sûre dans les gestes, moins agressive et très adaptée aux femmes, notamment qui ont des os plus fins. Et ce sont souvent les femmes qui demandent une chirurgie du nez, car on accepte beaucoup plus un nez fort, puissant, chez un homme que chez une femme. C'est un signe de virilité parfois, le nez. C'est une péninsule, disait notre ami. Hein, c'est un pic, un roc. Ou une péniche, un promontoire. Une patate. Oui, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, Laurence. À plus tard. La météo maintenant. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Madame Roux. Alors d'ici 2 ans, plus aucun train ne sortira du site Alstom de Belfort. L'usine qui embauche 480 personnes va fermer. C'est la fin d'un site historique. Est-ce que ça aurait pu être évité ?
Oui, je le crois, et d'ailleurs ça peut encore l'être. Cette fermeture programmée par la direction d'Alstom me paraît inacceptable. D'abord parce que c'est un site emblématique, ce sont des savoir-faire de plus d'un siècle, et surtout c'est un site de fabrication de locomotives qui, normalement, devrait avoir de l'avenir devant lui. Je veux d'abord déplorer cette politique du laisser-faire. Est-ce qu'on sait qu'au mois de juillet, la SNCF vient d'acquérir 44 locomotives allemandes pour ses manœuvres sur les voies ferrées, et que pour 140 millions d'euros, pendant que Alstom ferme Belfort. C'est pas exactement la SNCF, c'est une filiale de la SNCF détenue à 50% par la SNCF et par un groupe allemand. Certes, mais je peux dire quand même que c'est la SNCF, puisque ce sont des locomotives qui vont évoluer sur le réseau ferroviaire français. Je veux juste dire que la politique du laisser-faire, c'est celle qui consiste à dire on ne s'en occupe pas. Quand l'État est présent dans le capital d'Alstom, dans le capital de la SNCF, le minimum, c'est d'avoir une politique de patriotisme économique, ce que moi j'appelle le Made in France. Nous pouvons finalement tous être impliqués dans Il suffit de le dire, Arnaud Montebourg, dans ce cas précis qui est très intéressant et qui résonne avec une grande partie de votre programme économique. Comment on contraint cette entreprise, donc filiale de la SNCF, à acheter des locomotives françaises? Mais écoutez, je me souviens l'avoir déjà fait. Lorsqu'il s'est agi de renouveler les rames de TGV, j'ai dit au président de la SNCF, il est impensable que vous achetiez et que vous fassiez travailler d'autres sites que les sites Alstom. Alors évidemment, la SNCF a des reproches à adresser à Alstom, mais c'est normal que l'équipe de France du ferroviaire se serre les coudes. Je vais vous donner un exemple. Alstom précisément, vient de gagner un contrat aux États-Unis. Pour 2 milliards d'euros, on va construire le TGV sur la côte est américaine. L'ensemble du TGV sera construit où? Aux États-Unis. Pas un emploi pour la France. Vous savez pourquoi? Parce que les Américains disent, vous voulez nos marchés publics, notre argent public, eh bien vous allez faire travailler les Américains. Eh bien nous sommes fondés On fait quoi maintenant, Arnaud à faire la Montebourg même chose. On fait quoi, Arnaud Montebourg, maintenant pour Alstom? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Il y a encore un levier, il y a encore un moyen de pression pour sauver ce site historique? D'abord, il faut que Alstom présente un plan alternatif. C'est la première des choses, car on ne peut pas laisser partir un savoir-faire et un site industriel aussi important. Car lorsqu'on ferme, on ne le réouvrira pas, et on le sait. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il va falloir maintenant, et c'est une des propositions que je formule dans cette campagne, il va falloir que la question des marchés publics, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, serve à soutenir l'industrialisation, la réindustrialisation du site France. Ce n'est pas le cas, en voici une preuve s'agissant d'Alstom. Vous allez participer aux assises du Made in France. Il y aura tout un tas de candidats à la présidentielle qui vont aller exposer leurs propositions en la matière. C'est très partagé désormais, cette façon de concevoir l'économie en privilégiant les marchés français. C'est quoi votre spécificité? Pour moi, le Made in France est une cause nationale. Qui qu'on soit, dès lors qu'on est même simple consommateur, même avec des petits moyens. Aujourd'hui, les Français, ils votent avec leur carte bleue. Ils font attention. Même s'ils n'ont pas les moyens, ils font attention et puis ils choisissent. Donc, en vérité, c'est une mobilisation nationale et un mouvement de société. Je suis très fier, d'ailleurs, de l'avoir, en quelque sorte, popularisé. Mais maintenant, ça doit devenir une grande politique. C'est-à-dire une politique sur les marchés publics. J'ai fait la proposition dans cette campagne que 80% des marchés publics de nos 132 000 acheteurs publics, avec l'argent de nos impôts, aillent en priorité aux PME françaises. C'est-à-dire qu'on fasse travailler les entreprises du lieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes environ entre 20 et 30%, ce qui n'est pas possible. Les Allemands, eux, le font. 50% pour leurs PME. Ce sont des milliards qui peuvent nous permettre de réindustrialiser le pays après des années de ravages sur le tissu productif qu'a provoqué la crise et les années d'austérité de la politique française. Un mot sur votre programme économique avant de parler de politique. Vous avez exposé votre programme hier, vous proposez un programme de 30 milliards de baisse d'impôts, relance de l'investissement, vous assurez le plein emploi est possible. Il faut faire attention avec ces phrases-là, Arnaud Montebourg. Vous n'êtes pas le premier à expliquer aux Français que le plein emploi c'est possible, et puis 5 ans après on leur dit bon finalement pas de bol. D'abord, vous me permettrez de dire, il n'y a aucun candidat qui utilise l'objectif et qui se prononce sur l'objectif du plein emploi. C'est 5% de chômage, le plein emploi. On parle de courbes qu'il faut inverser. Derrière les courbes, il y a des vies, il y a des gens et il y a des drames. Moi, je propose le plein emploi. Pourquoi? Non pas parce qu'il s'agit d'une promesse qui tomberait d'en haut, c'est un projet de société. C'est-à-dire que nous pouvons décider de mobiliser l'ensemble de nos ressources
autour de l'appareil productif. C'est un exemple sur Alstom, mais il y en a des milliers d'autres. L'objectif du plein emploi, d'abord, il va être long à réaliser. Donc moi je dis, c'est un horizon de 10 ans. Les propositions de redécollage économique que je formule sur la relance de l'investissement et sur les baisses d'impôts ont pour effet de diminuer le chômage d'environ 500 000 chômeurs. Donc ce n'est pas encore le plein emploi. Mais c'est un objectif intermédiaire que nous pouvons atteindre en mettant fin à la politique d'austérité qu'a menée François Hollande pendant ces dernières années. Il y a un sondage ce matin que vous avez sans doute vu, 88% des Français ne souhaitent pas que François Hollande se représente. François Hollande qui parle aujourd'hui devant la Fondation Jean Jaurès. Ce chiffre-là, il est rude, naturellement, pour le chef de l'État. Il change quoi pour vous ? Je crois que le chef de l'État est en position objective d'empêchement. Les Américains parleraient d'impeachment. En fait, il s'agit d'un rejet massif de la population, de nos compatriotes, qui, je crois, ont mesuré l'échec. Et on ne peut pas bâtir ni une victoire, ni lever l'espoir sur des échecs. On ne peut le faire qu'avec une nouvelle politique, des nouvelles pratiques, des nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est ce que je propose aux Français. Ce sont les sondages qui vont décider donc de la candidature d'un président sortant. Oh, je ne dirais pas ça. Je crois qu'il suffit de se promener dans les rues de n'importe quelle ville ou village de France pour comprendre qu'il y a en France le désir d'autre chose. Un rejet ? Le désir d'autre chose. Vous avez décidé d'être agréable avec le Ça président de la s'appelle République ? un projet alternatif. Et je crois que les chemins que nous avons empruntés ces dernières années, droite et gauche confondues, nous ont menés à l'impasse. Le pays s'affaiblit. La population, aujourd'hui, s'appauvrit. Donc nous avons d'autres solutions qui sont sur la table. Ce sont celles que je vais proposer aux Français dans cette campagne qui commence. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. C'est à vous, William. Merci, Caroline. À demain. À demain. Besoin de maman, 5h, 7h. À la rentrée, bien sûr, toujours le même problème pour les parents, parce que la babysitter n'est plus là, ou elle ne convient pas, ou elle a un autre travail, et vous êtes obligé de la partager. L'emploi du temps a changé, il y a des nouveaux horaires, elle n'est plus disponible Bon, alors ces comment horaires-là. on fait quand Voilà, on est jeune maman Honnêtement, il y a plein de sites de babysitting qui existent et qui sont très bien, mais c'est vrai que celui-ci se démarque, en tout cas c'est une application qui se démarque un petit peu parce que non seulement vous allez voir, elle géolocalise autour de vous les babysitters, mais en plus vous avez des notes un peu comme pour certains chauffeurs de VTC. Ah oui, d'accord. Et vous allez pouvoir... On peut faire un commentaire sur le travail. Alors, sur le travail, si vous êtes satisfait ou pas de la babysitter, et surtout avoir accès aux babysitters de vos amis. Parce qu'on est toujours plus rassuré quand on sait que la personne est déjà allée garder les enfants de ses amis, elle était plutôt contente du travail de la babysitter. Il y a un côté confiance qui est important lorsqu'on laisse ses enfants à une tierce personne. Oui. Donc, ce sont deux jeunes filles qui vivent en Belgique qui ont créé cette application. Évidemment, vous allez voir, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais est-ce que c'est le Uber du babysitting? Elles n'aiment pas du tout qu'on dise ça. Attention, non, non. Ah non, ça leur a pas plu. C'est collaboratif. Elle dit non, non, nous, on est différents. En tout cas, je suis allée rencontrer... Ça ressemble beaucoup. Hein. Oui, c'est bien ce que je pense. L'une d'entre elles, Donatienne. Regardez. Licit, c'est une application qui met en relation des parents et des babysitters pour mettre en place très facilement un babysitting. La nouveauté, c'est que ça passe par une application et que nous, on a digitalisé le bouche à oreille, c'est-à-dire que via l'application, vous avez accès aux babysitters de vos amis, plus les babysitters qui sont dans votre quartier et également les babysitters favorites avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Il faut qu'on trouve une babysitter. Demain, mercredi, 14h. Concrètement, vous téléchargez l'application gratuitement sur Google Play ou sur Apple Store. Ensuite, vous mettez les détails de votre babysitting, donc la soirée, l'heure, le nombre d'enfants. Et l'application va vous donner une trentaine de babysitters disponibles, soit dans vos favorites, soit dans les favorites de vos amis, soit simplement dans votre quartier. Vous allez sélectionner les babysitters en fonction de leur profil, de la note qu'elles ont reçue, avec qui vous avez envie de travailler. La babysitter, très simplement, va pouvoir accepter ou décliner l'invitation. Et vous, sur base des acceptations, le parent va décider encore et confirmer avec quel babysitter elle souhaite travailler. Le paiement s'effectue directement par l'application. Donc au moment où le babysitting commence, on appuie sur le bouton Start et à la fin du babysitting, on appuie sur le bouton Stop. Donc il y a un décompte à la minute et le paiement se passe automatiquement du parent vers le babysitter. Il n'y a pas d'intermédiaire.
Il y a le risque que les parents ne passent plus par l'application une fois qu'ils ont découvert leur babysitter, mais selon nous, c'est retourner à l'ancien système, et c'est-à-dire qu'ils peuvent se confronter aux mêmes problèmes qu'ils ont eu dans le passé, c'est-à-dire des babysitters qui refusent, tandis que l'application, au-delà de vous donner la facilité de paiement, la facilité d'organisation, vous permet de trouver une multitude de babysitters de confiance, donc plus de soucis au cas où votre babysitter favorite n'est pas là, pour en trouver une autre. Ce qui rassure les parents, me semble-t-il, et là c'est une question que je vous pose à vous aussi, c'est d'avoir assez souvent la même babysitter parce que les enfants la connaissent et l'aiment bien. Quoi, voilà, et là en fait vous avez accès à quasiment à son planning en ligne et donc vous pouvez toujours reprendre les mêmes babysitters, vous n'avez plus besoin d'avoir de la monnaie sur vous. Ah oui, le coup de... Et vous êtes chronométré. Vous êtes resté 1h30, ah non c'est 2h15. C'est 1h42, est-ce qu'on paie, est-ce que toute heure entamée est due, c'est fini. On fait quoi alors? Ben là vous mettez le chronomètre, quand la babysitter arrive elle met start, à la fin elle met stop et ça vous calcule, l'application vous calcule exactement le prix que vous devez et ça se passe de compte en banque en compte en banque. Bon, et c'est tout à fait légal. Bien sûr, j'espère. Merci. À plus tard. Voici un bloc. Ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Quand Laura Thénougier vous dit c'est parfaitement légal, ça veut dire que c'est déclaré. C'est ça que ça veut dire. La musique, vous l'avez peut-être reconnue, on va y venir dans quelques instants. Henri-Jean Servat, qui est un vieux lecteur de Télématin, vous propose de fêter ça, parce que ça fait 70 ans que le journal existe. Il a été fondé, c'est au mois de septembre précisément? Oui, tout à fait, le 25 septembre 1946. Alors c'est pratiquement en même temps que quelqu'un qui s'appelait Raymond Leblanc, qui est un éditeur de bande dessinée belge, a fondé à Bruxelles à la fois le journal de Tintin et les éditions du Lombard. Édition du Lombard, pourquoi? Parce qu'il habitait rue des Lombards. Ça a été simple. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Raymond Leblanc? Il a pris comme directeur artistique Hergé, le célèbre Hergé, qui était interdit de travailler. Le haut commandement allié avait interdit à Hergé de faire des BD parce qu'il avait travaillé sous l'occupation allemande. Donc il l'a fait travailler comme ça, comme directeur artistique. On lui a souvent reproché ça, hein, voilà. ses accointances et avec l'occupant. Surtout pour cause de travail, travail sous l'occupation. Donc ils fondent en même temps le fameux journal de Tintin, dont la couverture, regardez la couverture, c'était ça là. La première couverture du premier Tintin, 25 novembre 46, c'était le Temple du Soleil. D'autant plus que cette image, on ne la voit pas dans le Temple du oui, Soleil. elle n'existe pas. En fait. Même ce grand dessin n'existe pas derrière. Pas. Donc, alors, on le tirait à 60 000 exemplaires, et 2 années après, en 48, il y a eu une édition française. L'édition française n'a pas existé tout de suite, qui était éditée en France par Dargaud. En fait, Lombard, Dargaud et Dupuis, c'est 3 grandes maisons de bande qui sont liées. Elles sont autonomes, mais elles sont quand même liées. Et alors, en même temps que Hergé, il a fondé les éditions du Lombard. Et en même temps, donc, le journal de Tintin, l'édition du Lombard fête leurs 70 ans. Le journal de Tintin, il s'est arrêté en 1988, le journal de 7 à 77 ans, c'est terminé, il n'existe plus que dans les souvenirs. Alors, l'édition du Lombard ont édité un énorme pavé, vous avez un énorme pavé, je vais vous montrer, regardez, un énorme pavé qui fait, je crois, pratiquement plus de 1000 pages, énorme pavé qui raconte que des histoires complètes, toutes les plus belles histoires du journal de Tintin sont réunies, mais c'est énorme, ça pèse, je crois, à 4 ou 5 kilos. Énorme. Et l'édition du Lombard... Avec tous les... En complet? Pas en complet, il y a beaucoup d'histoires. Il n'y a pas toutes les histoires, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup d'histoires complètes. Ce pas des histoires à suivre, elles sont toutes complètes. Voilà, elles ont été complètes. Et les éditions du Lombard, elles sont très célèbres pour tous les amateurs de bande dessinée. Pourquoi? Parce qu'elles ont des héros mythiques. Torgal, Corentin, Clifton. Ce sont des gens qui sont très, très... Alors, on s'est intéressé donc aux éditions du Lombard à Bruxelles. Et on s'est intéressé à 2 personnages particuliers, Corentin et aussi Ricochet. Pourquoi? Parce que ils continuent à exister old style, façon un peu ancienne, et ils sont remis au goût du jour par des dessinateurs avec des histoires nouvelles qui reprennent, voilà, ça c'est Ricochet. Oui, et qui reprennent tous les codes. Hein, qui reprennent tous les codes, la veste mouchetée, ainsi de suite. Oui, donc on y va, d'abord nous allons à Bruxelles de ce pas. Pour caractériser un petit peu le Lombard, on pourrait citer le slogan initial, qui a d'ailleurs un petit peu dépassé les frontières du Lombard, qui est la bande dessinée de 7 à 77 ans. Il y avait vraiment un projet de faire de la bande dessinée tout public, avec des héros positifs, et également une petite ambition d'apporter quelque chose au niveau éducatif. On peut dire que ça a commencé avec Corentin, qui est né vraiment en même temps que le journal Tintin. Ensuite, il y a eu Blake et Mortimer, qui était vraiment au Lombard à l'origine. Puis Clifton, Chlorophylle, les Ricochets, Torgal.
Tous des héros qui partagent effectivement des valeurs communes de défense de la justice, des héros à l'ancienne avec un côté un peu vintage. L'année passée, on a communiqué beaucoup sur les relances et les reprises de grands personnages emblématiques de la maison. Donc Ricochet, Bob Moran, Corentin ont tous connu tout à coup une nouvelle vie récemment. J'ai découvert Corentin, j'avais 8 ans. En fait, mon grand-père maternel dessinait, c'est lui qui m'a initié au dessin. Quand il m'a offert les nouvelles aventures de Corentin, ça a été un coup de foudre. Et à 8 ans, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Parce qu'il y avait, dans le dessin de Cuvelier, ce côté très esthétique qu'on retrouve à la fois dans la peinture, qu'on dit Pompier, ou dans les gravures de Gustave Doré. Paul Cuvelier n'est jamais allé en Inde, mais il était fasciné par le merveilleux, par l'esthétisme, par le voyage. La reprise de Corentin, c'était à la fois un plaisir, mais c'était surtout un challenge, vu le niveau de dessin qu'avait Cuvelier. Et je savais qu'on m'attendait au tournant. La difficulté aussi était que le style de Cuvelier n'est pas un style figé. Donc j'ai essayé de faire une synthèse de tous ces styles. Et ça m'évitait en même temps de faire un travail de copiste avec les bouquins à côté. Et donc ressortir le Corentin tel que je l'avais en moi depuis toujours. Ricochet, c'est vraiment un des personnages les plus emblématiques. Le héros de Tibet et du château, il est resté fidèle pendant des dizaines d'albums, donc c'est vraiment pour nous un mythe. On a relancé le personnage avec une vraie envie de série qui va durer avec 2 nouveaux auteurs. Et le choix d'un angle qui peut parfois en surprendre certains, qui est celui d'un respect, d'une fidélité aux valeurs et aux personnages, mais également sur une légère modernisation. Le tome 1 de la série était aussi voué un petit peu à surprendre, à bousculer un peu le lecteur, mais avec toujours ce souci de ne jamais transformer le héros, de garder ses valeurs initiales tout à fait intactes. Notre grand challenge, évidemment, c'est de ne jamais oublier nos racines et en même temps de créer de futurs personnages à la hauteur des grands anciens. Voilà, l'album Souvenir, ça sort quand, là C'est sorti, ça y est, c'est sorti. Alors, ils éditent toujours donc les vieux Ricochets de Tibet et du Château, bien évidemment, et les nouveaux sortent. Parce que les héros chez Lombard, c'est que des héros positifs et valeureux. Ils défendent la veuve et l'orpheline. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'aventure. C'est des héros valeureux. Non, sexe, non. Non, pas du tout. Drogue, non, pas du tout. Un petit coup avec le capitaine Haddock de Scotch, basta. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le seul qui a un petit défaut. Donc, alors, c'est ces fameux 70 ans. L'immeuble, il y a les grosses effigies de Tintin, on l'a vu au début. Ça règne, mais ça règne sur Bruxelles. Et ça règne depuis 70 ans. Donc, c'est un enchantement que de lire ces albums anciens et remis au goût du jour en reprenant les codes. On a vu ça, c'est avec un reportage avec une grande fête BD à Bruxelles. Nous y étions, si je peux me permettre. Nous en venons. C'est eux qui me l'ont dit. Nous en fûmes. Nous en fûmes. m'a appelé pour ça. Merci beaucoup de votre présence. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. On dire vraiment, on lui donne d'autres noms. D'ailleurs, politique d'austérité, ça s'appelle aussi politique de rigueur. Déjà, on sent déjà que ces 2 mots-là ne laissent pas présager quelque chose de... Alors, on oublie les confettis, c'est pas très festif. Alors pourquoi, quel que soit le gouvernement, on en arrive à mettre en place une politique de rigueur et à l'annoncer pour rééquilibrer ses dettes et ses rentrées d'argent. Donc les rentrées d'argent, c'est le PIB, le produit intérieur brut pour un État, et puis ses dettes, c'est son endettement, c'est ses investissements. Ramené à hauteur d'un foyer, on sait ce qu'on fait quand on a un problème d'argent ou quand les finances sont un peu tendues, on réduit ses dépenses. L'État, lui, il a une manette supplémentaire pour jouer à ce petit jeu-là. Il peut réduire les dépenses, bien évidemment, et il peut jouer aussi sur la manette impôt. Il rajoute un petit coup d'impôt ? Il rajoute un petit coup d'impôt. C'est ce que font généralement ceux qui appliquent une politique de rigueur ou d'austérité. Là, on voit d'ailleurs les bâtiments du ministère de l'économie à Bercy, à Paris. Alors, on oppose souvent la politique d'austérité à une politique de relance. On oppose donc politique de relance à politique d'austérité. Et pourtant, elles ont le même but, c'est rééquilibrer cette fameuse balance entre dette et rentrée d'argent. Mais le principe va un peu varier. Vous avez compris que sur une politique d'austérité, on réduit complètement les investissements. Et bien, à l'inverse, sur une politique de relance, on va investir. On va dépenser on va mettre en œuvre de la dette publique, de l'argent public, pour relancer de manière globale l'économie. On peut comprendre ça, par exemple, si vous
si vous avez une entreprise. Vous êtes un État, on demande à une entreprise de construire des bâtiments, etc. L'entreprise, elle va payer ses fournisseurs, elle va vous payer des impôts, elle va payer aussi ses salariés. Et donc l'État, en faisant cette politique de relance, espère qu'une part de l'argent viendra d'année en année de nouveau nourrir son PIB. Alors c'est un peu risqué parce que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et généralement, on l'a vu notamment en Grèce récemment avec la crise de la dette, au Portugal aussi ou en Espagne. Quand on annonce des investissements massifs, la population fait des économies. Se dit, je sais que je vais payer des impôts, donc je fais des économies. Ça ne marche pas réellement. Il y a vraiment, on l'a vu au moment de la dette grecque, il y a une opposition très forte entre ceux qui étaient pour la politique de relance et ceux qui étaient pour la politique d'austérité. On constate de manière assez générale que ça ne marche pas globalement. Et pourtant, il y en a eu des politiques d'austérité. En 1958, Charles de Gaulle en avait mis une en place. La seule fois où ça a plutôt bien marché, c'était pour contrecarrer les effets en fait, du premier choc pétrolier avec l'inflation qui a été compensée en partie. C'était Raymond Barre qui était aux commandes à ce moment-là. Le plan Barre, ça s'appelait comme ça. Voilà, exactement. Et qui a réussi à contrecarrer ces effets. Ensuite, plus proche de nous, il y a eu François Mitterrand. Vous vous souvenez de la politique de rigueur, 83-84 Voilà, c'était le tournant de la rigueur précisément, mais enfin c'était une politique d'austérité aussi. Plus proche de nous, c'était Fillon aussi, Premier ministre François Fillon de Nicolas Sarkozy, qui avait également dit on va réduire les dépenses publiques. Alors dans les faits, on a bien vu que les impôts augmentaient, mais les dépenses publiques, elles continuaient de progresser aussi, alors qu'on voulait arrêter tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas non plus il faut maîtriser ces dépenses, il faut mettre en place un certain nombre de réformes et de structures. Si vous continuez à avoir le même nombre de fonctionnaires, vous avez des frais fixes qui sont les mêmes. Donc voilà, il faut des réformes structurelles pour réduire tout ça. Et puis il y a un dernier ingrédient qui permet de réussir, ou qui devrait permettre de réussir une politique d'austérité, c'est la croissance. Sans croissance, ça ne fonctionne pas. Et on commence par quoi ? Oh là, par des monuments. Danger. C'est un article, Monument en péril. Un article inquiétant pour nos monuments historiques. Le Canard enchaîné, on avait déjà parlé il y a quelques semaines. On n'osait pas trop y croire, mais cette fois, c'est le site internet La Tribune de l'Art qui nous dit que 90% de la France est menacée d'être défigurée en raison d'un décret sur l'isolation des bâtiments. Alors, est-ce que c'est ce décret du ministère de l'Environnement qui est mal fait ou est-ce qu'il est mal appliqué, mal compris par les élus locaux ? En tout cas, vous voyez la catastrophe sur ces deux photos. À gauche, c'est avant les travaux, dans une chapelle dans la Loire. Et à droite, c'est après, recouverte d'un sarcophage façon de Tchernobyl. Alors, c'est sûr que c'est très bien isolé comme ça. Mais c'est pas la première fois que la presse s'en alarme, et pourtant, on en parle assez peu. C'est un peu silencieux comme affaire. Imaginez, est-ce qu'un jour, on aura un sarcophage par-dessus Notre-Dame, le Sacré-Cœur ou l'Arc de Triomphe, entre autres, le Canard enchaîné dans l'article dont je vous parlais. Croyez savoir qu'il y avait eu un lobbying des entreprises d'isolation pour que ce décret soit très largement appliqué. Et qu'en pense l'épiscopat ? Il dit rien ? Alors, vous savez que ça dépend de la date de construction des églises, qu'elles appartiennent ou non à l'église ou à l'État. Ça dépend si c'est avant ou après 1905. En tout cas, ça fait tourner le business. La France sera-t-elle défigurée ? On verra ça, affaire à suivre. C'était un titre d'émission autrefois, la France défigurée. Alors, si vous craignez le froid, parce que c'est des affaires d'isolation, je vous conseille plutôt un Damar, parce que c'est l'objet d'un article des Échos. Pourquoi les Échos ? C'est un journal économique. Parce que Damar est une réussite française, cher monsieur. C'est une marque survivante du textile à Roubaix, où il n'y en a plus beaucoup. Alors, ils essayent, vous le voyez, de rajeunir leur image. Ils viennent de racheter une entreprise belge haut de gamme. Ils vont essayer de séduire ce qu'on appelle les jeunes seniors, c'est-à-dire à partir de la cinquantaine. Espérons que ça sera bientôt une victoire du Made in France. Le journal Les Échos parle aussi de l'actualité technologique du moment, c'est-à-dire la sortie future du nouveau modèle d'iPhone, le 7e, vous voyez. Apple s'essouffle, dit le journal. Les ventes d'iPhone reculent, c'est nouveau. La marque essaiera en plus de vendre bientôt une deuxième version de son Apple Watch, vous savez, la montre connectée, dont le premier modèle a été un échec commercial, il faut bien le dire. Et puis surtout, Apple pleurniche en ce moment, vous voyez ce titre, Apple pleurniche depuis que l'Europe essaye de leur faire payer des impôts comme tout le monde. Apple dit oui, nous créons des emplois, ça mérite bien quelques privilèges, comme si toutes les entreprises qui créent des emplois se dispensaient de payer leurs impôts. Bref, mauvais karma pour Apple en ce moment, vous lirez ça. Je passe à la musique, parce que vous irez, William, je le sais, au festival de hard rock de Mency, dans l'Essonne. Ils ne le font jamais sans moi. Non, ils vous attendent. C'est dans les pages du Parisien, vous irez, parce que toutes les tendances du hard seront représentées. Il y a le métal alternatif, le hardcore, etc. Donc vous trouverez votre chapelle. Tout ça n'est pas la même chose, vous le savez bien. Vous irez exhiber vos tatouages.
et hurler en secouant la tête sur des rythmes endiablés. C'est samedi à partir de 14h et toute la journée dimanche et aussi probablement toute la nuit. Enfin, des loisirs... À quel endroit, pardon? À Ménecy, dans l'Essonne, c'est au sud de Paris. Ménecy, si vous habitez dans le coin, allez faire un tour ce soir-là, parce que ça va pulser. Hein. Ou acheter des boules caisses. Des loisirs plus silencieux, sinon des livres dans l'humanité. D'abord, une bande dessinée qui s'appelle Nuit noire sur Brest. Ça se passe sur les docks de Brest avec les dockers communistes dans les années 30 qui luttèrent. C'est une histoire peu connue, qui luttèrent pour que les franquistes ne puissent pas s'emparer d'un sous-marin qui était alors en réparation en Bretagne, un sous-marin espagnol, qui finalement sera donné aux républicains espagnols suite à une histoire rocambolesque, histoire vraie, hein, nous dit l'Humanité. Le journal parle également d'un roman, un roman historique aussi, à propos des 30 Glorieuses, cette fois, c'est-à-dire les années 50-60, roman qui n'oublie pas que les 30 Glorieuses, c'est vrai, c'était une époque de développement économique, mais aussi une époque difficile pour les ouvriers. Le livre s'appelle « Un paquebot dans les arbres », et le grand titre, vous voyez, partir du poumon pendant les 30 Glorieuses, c'est parce que ça évoque aussi la tuberculose qui emportait beaucoup de familles ouvrières à l'époque. C'est toujours le cas chez les pauvres, mais surtout à l'époque, c'était un article dans l'Humanité. Montagne, on passait des heures dans un sauna, comme vous voyez sur la photo. Sanatorium, ouais. Voilà, donc ça, c'est un livre. Merci beaucoup. Tiens, à tout à l'heure, comme chaque semaine avec Anissa. Enfin oui, on va s'intéresser au programme télé de nos voisins que vous ne connaissez pas, qui pourraient peut-être venir un jour chez nous, qui sait. Oui, Anissa se balade les jours de mariage de ses copines avec une parabole au-dessus de la tête, comme vous l'avez vu dans ce petit préambule. Donc là, c'est Celte, ça c'est sûr, c'est l'Irlande, et ils mettent à l'honneur, enfin, on ne le fait pas assez chez nous, les agriculteurs. Absolument. De quelle manière ? Alors, en leur consacrant un programme, et vous allez voir cette fois un programme différent, pas comme on aurait l'habitude de les voir, autrement dit, soit dans les champs, soit à travailler dans leur ferme, ou à chercher l'amour. Non, non, là pas du tout, c'est dans un exercice très différent. Donc les Irlandais adorent leurs agriculteurs et ils le leur font bien savoir. Pas assez. Et nous, on les aime, mais on ne le leur montre pas assez. Oh, ça, c'est le moins qu'on puisse Et alors, en Irlande, c'est simple, les agriculteurs sont considérés, si vous voulez, comme de parfaits PDG, des parfaits patrons d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils s'occupent tout simplement de tout dans leur ferme, comme un PDG est censé s'occuper de son entreprise, sauf que là, ils mettent les mains dans le cambouis, que ce du planning au secours sanitaire, en s'occupant des bêtes, en faisant les plannings, l'agriculteur s'occupe de tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est donc un excellent chef d'entreprise. Serait-il capable, finalement, d'appliquer ce qu'il fait dans la ferme dans n'importe quel autre type d'entreprise? C'est la question que s'est posée cette émission. Elle s'appelle Farmer in Charge, ce qui veut dire fermier aux commandes, agriculteur aux commandes. C'est diffusé sur la chaîne publique RTE1. Et ici, dans chaque épisode, vous avez un agriculteur à succès, c'est-à-dire qui réussit à bien mener ses petites affaires dans sa ferme, mais qui va être chargé, missionné de redresser, de remettre à niveau une entreprise. Ça existe en France, hein, c'est dans la peau de... On a parfois vu ça. Là, on prend un agriculteur qui se met dans la peau de... Ah, mais c'est consacré qu'aux agriculteurs, c'est vrai. Ouais. Mais là, c'est éloge aux agriculteurs. C'est on sait que vous êtes capable de tout, montrez-nous ce que vous ferez avec telle boîte ou telle boîte. D'accord. Voilà. Un petit extrait de présentation. Big it up for the modern farmer, Ireland's unsung business heroes. These multi-skilled powerhouses really do it all. From engineering to sales, from IT to marketing, a successful farmer needs to master many roles to keep profits in the black. Farmers like Maurice Walsh, whose successful Mitchelstown dairy farm is a testament to his hard work and management smarts. But can the skills that Maurice has learned on the land be used to rescue a whole other kind of business? Because in Tala, beauty business owners Nick and Claire Redden are in big need of help. I'm nervous because I've never done this before. It's a big challenge. Can a farmer in charge make this withering business grow? Que des hommes ou il y a des femmes, non? Parmi les agriculteurs, pas d'agricultrices, parfois des couples peut-être. Alors, non, là on voit vraiment que des hommes. Il faudrait d'ailleurs faire un effort. Hein. Ça va pas du tout. L'Irlandais est un peu macho. Alors, ce qu'on voit, et comme vous avez pu le voir, dans cet épisode en tout cas, l'agriculteur est en charge d'aider un couple propriétaire d'un salon de coiffure. Le salon de coiffure, ça va pas du tout, c'est un gros problème. Et vous allez voir qu'à notre grand étonnement, ou pas d'ailleurs, l'agriculteur est un excellent stratège
et effectivement propose d'excellentes idées pour relever la situation de ce salon de coiffure. Relever le défi, quoi. Hi. How are you, sir? Nick, is it? Nick. How are you? Hi, and Claire. Claire. How are you? Nice to meet Pleased you. to meet you. Just a small concern that if you can just walk out here. My first impressions was, I'm just wondering about the two signs, you know, the business on top. Is that part of your business? No, we're not. So you don't do carpets, you don't do furniture, or you don't do wooden floors? Having a look, there is 1, 2, 3, maybe 4 ladies. And if I look back in here, I see a big, massive, open, wide space. 90% is over here. Things are finally beginning to look up. And with Maria looking after the build, progress is being made. Tonight, Farmer in Charge Morris will host a party for Ireland's influential beauty bloggers to spread the word about the new look salon. The first of the beauty bloggers has arrived. Their online opinions influence thousands of style-conscious women with money to spend. So far, it's going well, as the bloggers share images of the new salon with their thousands of avid followers. Oui, la seule différence, c'est que c'est un agriculteur qui s'occupe de ça alors que ce n'est pas son secteur. Et en France, ça existe. Et en Grande-Bretagne aussi. Le Gordon Ramsay, grand chef cuisinier qui vient dans votre, mais Gordon Ramsay, dans votre restaurant pour essayer de le redresser. Bien en sûr. France aussi, on a ça avec Etchebest. Mais il s'agit de spécialistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, quand vous avez des gens qui partent à la rescousse, mais c'est leur spécialité, c'est leur domaine d'expertise. Là, on parle quand même d'un excellent entrepreneur. Ouais. Mais c'est son ça, truc, c'est sa ferme, ouais. c'est ses champs, ce sont ses animaux. Ouais. C'est pas d'aller mettre la main dans un salon de coiffure, dans une boulangerie, et il mène tout avec brio. Loin de maître. Et comment ça s'appelle, ça, alors? Farmer in Charge. Farmer in Charge. Merci beaucoup. Merci. Ça... Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Eh oui. Ben, vous avez compris que ça parle de sacré un peu quand même, là. Oui. Alors on est où? On est à la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris. C'est où ça? C'est simple, vous avez le bâtiment de Notre-Dame qui se dresse là comme un vaisseau au milieu de Paris, au milieu de Lutèce, au milieu des Parisiens. Et juste à côté, vous avez en dessous la crypte archéologique. Alors, physiquement, quand vous regardez la cathédrale, c'est juste en face. D'accord. Vous avez là un petit escalier. Attention, faut le chercher, ça ressemble, c'est un petit peu... C'est caché, comme par définition, c'est une crypte. C'est tout à côté du parking. Voilà. Ah, voilà, il fallait dire comme ça. Là, voilà, c'est à côté du parking de Notre-Dame. Et là, vous avez la maison de Viollet-le-Duc. Alors attention, vous êtes de l'autre côté de l'Hôpital-Dieu. Attention, non, le meilleur rapport, c'est Hôtel-Dieu, la maison de Viollet-le-Duc et le parking. Et parking, voilà. Et là, vous allez descendre au cœur de la crypte archéologique de Notre-Dame, c'est-à-dire, on revient au temps des débuts de la fondation, donc on est chez les Gallo-Romains. Vous avez les vestiges qui sont encore présents. Vous pouvez toucher le moins 2000, moins 2100 avant Jésus-Christ. On est là. Les gars prenaient leur bain. Mais ça se visite? Bien sûr que ça se visite. C'est justement tout le principe de la crypte archéologique de Notre-Dame. Tu touches pas les œuvres, non, mais on peut les toucher du regard, quoi. On voit ces vestiges. Et puis, alors évidemment, pour reconstituer tout ça, ils ont fait des animations 3D extraordinaires. Ah ouais. Les types prenaient leur bain, etc. Et pourquoi on vous parle de la crypte archéologique de Notre-Dame? Parce qu'en plus d'être un lieu extraordinaire à visiter, il y a là une exposition sur l'or du pouvoir, c'est-à-dire les monnaies. Chaque, évidemment, empereur, président, etc., bas monnaie, hein, et avec son effigie, etc. Et là, vous allez apprendre pourquoi la naissance du franc, par exemple, d'où ça vient. Pourquoi les Parisis ont été, les Parisis ont été d'extraordinaires créateurs au niveau de la monnaie. Et ça, c'est en plus de la visite archéologique de la crypte de Notre-Dame. Bon, je dis que demande le peuple. Hein, on y va. On ne peut pas se priver de ça. On démarre l'or du pouvoir par 3-4e siècle avant Jésus-Christ. Alors regardez, nous sommes devant les thermes. Alors pour vous montrer ce que c'est, vous avez une petite animation ici 3D, regardez. On s'aperçoit qu'à l'intérieur des thermes, il y avait évidemment des vestiaires. Bah oui. Avant de prendre son bain, il faut se changer. Et c'est dans les vestiaires que certains d'entre eux ont perdu des toutes petites pièces qui se sont glissées dans les interstices entre les pierres. C'est-à-dire qu'elles ont été abandonnées ici, il y a 1600 ans. Les types étaient tranquilles en train de prendre un bain. Et cette monnaie, elle est petite et donc on l'appelle le minime. Mais on
on a des monnaies encore plus anciennes. Parisie, la bonne soupe. Parisie, c'est les ancêtres des Parisiens. Donc on est moins 300 avant Jésus-Christ. Les stataires, comme ça qu'on appelle les monnaies, représentent évidemment les empereurs de manière très figurative. On représente Philippe II de manière très claire. Et les Parisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fur et à mesure des années, ils se sont mis à styliser les figures. Est-ce que c'est la cervoise? Est-ce que c'est l'artiste qui s'est exprimé? C'est tellement créatif et abstrait que ça a inspiré les surréalistes, et notamment Breton. Et ça, c'est quoi? Un cheval? Un délire? C'est des pièces de Parisie. Et puis, il y a les monnaies romaines. Alors, vous avez l'empereur Julius. Lui, il a une caractéristique, c'est qu'il s'est fait représenter sur ses monnaies avec un collier de barbe. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Parce qu'à l'époque, un empereur, il est glabre, il est rasé de près. Pourquoi? Parce que c'est l'appartenance au christianisme. Et lui, il met la barbe. Ça veut dire qu'il est du côté des philosophes grecs, du paganisme. Julianus, enfin, de son vrai nom, Flavius Claudius Julianus, c'est un peu le premier empereur hipster. Et le franc dans tout ça? Le franc, il arrive au XIVe siècle. Jean II le Bon, notre roi, est prisonnier des Anglais. Et pour le libérer, il faut payer une franchise, une rançon. On va créer le franc à cheval. Franc, ça veut dire libre. Si les Anglais ne l'avaient jamais enlevé, on n'aurait pas vu la naissance du franc. Peut-être qu'aujourd'hui, nous, on paierait avec des shillings, avec des livres, avec des pounds. Dis donc, t'as pas dit pounds? Non, monsieur, pas un sou. Un franc. Je suis très à cheval là-dessus. Et pour terminer, le louis d'or, avec mon préféré, le louis d'or de Louis XIV. Alors Louis XIV, 54 ans de règne, on le voit avec sa petite mèche là, toute courte. Après on le voit adulte, normal. Et puis alors, vers la fin du règne, regardez, la pièce a doublé de volume. Pourquoi? Mais il n'y a pas que la pièce qui a doublé de volume, il y a aussi le roi. Mais il a eu plus de chance que Louis XVI, qui a dû partager sa médaille avec les symboles républicains. De l'autre côté de la médaille, il y a le bonnet phrygien, il y a la Constitution, tous les symboles révolutionnaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle le revers de la médaille. Mais pourquoi je peux dire musée, non? Ah oui, si, on peut dire musée. Pourquoi c'est si mal ou si peu? Alors, je pense pour deux raisons. Première raison, vous avez vu, c'est une crypte archéologique, donc c'est en dessous. Donc, comme on l'a dit, il faut savoir y aller. Faut la trouver. Et deuxième raison, si vous voulez, vous êtes tellement en face de Notre-Dame de Paris, tellement attiré par ce monument que vous en oubliez les autres autour. Il y en a d'autres qui sont magnifiques, qui sont autour, qu'on oublie. Donc, si vous passez par là, comme on dit, n'hésitez pas. Crypte archéologique du parvis Notre-Dame à Paris. Voilà. Exactement. Si vous ne trouvez pas, demandez au Bedeau. Voilà. Bonjour, monsieur Bedeau. C'est où la crypte? Vous êtes dessus. Nicolas Bedeau. Oui, encore du nouveau dans le domaine des iPhones. C'est quasiment tous les ans maintenant, Laura. C'est tous les ans et toutes les marques proposent un nouveau modèle chaque année, alors qu'on est de plus en plus nombreux à changer de moins en moins vite. On change de portable environ tous les 2 ans et demi. Oui. Donc, effectivement, c'est toujours un événement, cette keynote présentée par Tim Cook. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent et qui ont du temps et qui ont 1h22, vous pouvez la regarder dans son intégralité. Ils ont même fait toute une mise en scène. On voit Tim Cook arriver en train de danser dans une voiture. C'est un célèbre animateur. Vous connaissez cette émission aux États-Unis. Toutes les stars passent dans la voiture de cet homme. Exactement. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé pour sa conférence. Mais si vous voulez un résumé en 1 minute 20, vous allez sur le site Gensight et on vous dit pourquoi ce nouveau téléphone est mieux. Il résiste à l'eau, il a plus d'autonomie. Enfin, si le vôtre fonctionne, ça vaut pas la peine de changer. Voilà, vous changez que si vous avez besoin de changer de téléphone. C'est le numéro combien, celui-là? On en est à 7. 7. D'accord. C'est la grosse pomme? C'est la grosse pomme et d'ailleurs les autres marques sortent aussi des 7. Il y a pas, voilà, comme ça, il se tire un peu la malentendu. On verra si ça se vend aussi bien qu'il l'espère, parce qu'on change tous les 2 ans et demi, et ça va de plus... Après tout, on change parce que ces modèles sont assez costauds. Ils tiennent le coup au-delà de 2 ans, oui, c'est ça? enfin bon... Pour être encore plus costaud, il y a quand même un peu d'obsolescence programmée chez certains constructeurs. Tiens, ça mériterait peut-être un reportage. Merci beaucoup. Écoutez, je suis à votre disposition. Je vous en prie, merci beaucoup.